C'est un peu la rentrée politique du Rhin aujourd'hui, pour pouvoir commencer à... Vous savez que le Rhin, depuis sa création, depuis la naissance du Rhin, dans le cadre du travail sur le dossier du corps électoral, on avait décidé d'occuper tout l'espace sur l'ensemble du pays, et y compris sur des mobilisations de façon à interpeller les pouvoirs publics, l'État, les signataires de l'accord de Nouméa sur le dossier ô combien crucial du corps électoral. Et comme on a prévu ce week-end, samedi, avec l'ensemble des participants, on a prévu un rassemblement chez Mme Bitoé samedi prochain pour pouvoir échanger sur le bilan global sur l'évolution du dossier du corps électoral, mais aussi sur la situation du pays. Parce qu'il est important aussi que le Rhin, qui occupe aujourd'hui un espace important dans le paysage politique à travers les différents partis qui se retrouvent dedans, qui n'est pas... En tout cas, dire qu'aujourd'hui, le Rhin, il observe attentivement sur le dossier du corps électoral. On veillera sur le travail qui est engagé par le ministre en charge des Affaires coutumières avec la DGRAC sur les 10 000 et quelques Kanaks qui sont identifiés mais qui sont nuls par ailleurs sur l'ensemble des trois listes aujourd'hui, et particulièrement sur la liste référendaire. Et ça, le Rhin y attachera une importance particulière à cette démarche-là. On sait aussi le travail qui est fait aujourd'hui par la commission avec M. Pabouti, qui est élu du Congrès, avec Mme Ounou et les autres camarades du groupe ici FNK nationaliste au Congrès. Et le travail qui est fait avec le groupe FNK nationaliste et PT. Et d'où on croisera à un moment donné l'ensemble des chiffres pour bien mesurer la sincérité de ce corps électoral qui arrive à grands pas de l'échéance capitale. Il nous reste aujourd'hui quasiment que 7 mois, mais en tout cas, y aller au référendum, c'est ça, c'est la base de la sincérité de ce corps électoral. Et ça, le Rhin, il tient très fort à le rappeler qu'à un moment donné, le Rhin devra se positionner pour dire à un moment donné s'il y a lieu ou pas de poser encore d'autres perspectives par rapport à ce référendum qui arrive devant nous. Mais je laisserai la suite à M. Pabouti et les uns et les autres qui interviendront pour pouvoir continuer à approfondir sur la conférence d'aujourd'hui. Merci. Et perspectives pour 2018, c'est deux points essentiels qui seront mis à discussion donc, à la journée que prévoit donc, le Rhin pour ce samedi, donc ici à Nouville. Effectivement, comme l'a bien rappelé Christian Théin, il était important pour le Rhin, depuis sa création en février 2015, vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des citoyens de ce pays, vis-à-vis, encore une fois, et plus précisément des militants ou des personnes qui ont beaucoup suivi, je dirais, les actions du Rhin, et notamment les mobilisations que le Rhin a organisées, donc, notamment dans les rues de Nouméa, par les biais donc, des marches autour d'un certain nombre de revendications, avec dépôt de cahiers de revendications au Rossaria pour, encore une fois, réclamer un certain nombre de points à clarifier, partant du principe qu'au moment où le Rhin a été créé, pour lui, les conditions pour une sincérité et pour que le référendum, notamment au niveau des résultats, ne soit pas contestable. Pour lui, donc le Rhin, les conditions n'étaient pas réunies. Et notamment autour de la question donc, du corps électoral. On se souvient qu'à chaque conférence de presse ou à chaque intervention, donc, je dirais médiatique, le Rhin a beaucoup insisté sur le fait que
une des conditions premières pour qu'il y ait sincérité du corps électoral, ça a été donc l'inscription sur la liste référendaire de tous les Kanaks, quel que soit leur statut, et plus précisément, les fameux 25 000 Kanaks de statut coutumier non encore inscrits sur la liste électorale référendaire. La situation a un petit peu évolué, mais à l'heure où nous entamons donc 2018, cette année importante où effectivement il y aura donc l'organisation d'un référendum, pour l'instant donc on n'est pas encore sûr et on n'a pas tous les éléments pour pouvoir prétendre qu'on va vers un corps électoral sincère. Les groupes de travail qui sont pilotés et organisés par l'OSARIA sont en train donc, de suivre le dossier et donc on a des militants qui sont investis donc, dans ces deux groupes de travail pour effectivement savoir si on va vers cette sincérité. En plus donc, de cette exigence de l'inscription de tous les Kanaks, quel que soit leur statut, sur la liste référendaire, il y avait un autre point, à savoir, puisqu'on a du mal à avoir une transparence dans ce pays depuis un certain temps, je dirais depuis le début de la colonisation, à savoir combien y a-t-il de Kanaks. Et ça fait la énième fois que nous réclamons donc, ce chiffre, parce qu'il est très important. Encore une fois, on le redit, hein, au moment où on va vers une sorte de premier référendum d'autodétermination et où nous considérons que ce référendum d'autodétermination concerne en premier lieu et en priorité, je dirais, le peuple colonisé, donc le peuple autochtone, donc forcément le peuple kanak. Et donc nous aimerions bien donc, savoir combien y a-t-il de Kanaks pour pouvoir dire qu'effectivement, les Kanaks, d'une manière générale, sont concernés par ce référendum d'autodétermination. Et qu'on n'arrive pas à une situation où, quand on fera la répartition des chiffres, où on constate que les Kanaks ne représenteraient que 50% ou 45%, ou etc., comme ça s'est passé jusqu'à présent pour toutes les autres élections. Et donc, nous, il n'est pas question que, encore une fois, le peuple kanak, qui est le premier concerné par rapport à cette élection référendaire, ben, soit mis en minorité. Sinon, il n'y a pas de légitimité à côté, à côté du maître mot sincérité, transparence aussi, ben, il n'y aura pas de légitimité donc, de ce référendum. Et donc, ça, c'est, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est la deuxième revendication que nous, on exige vis-à-vis, donc, notamment vis-à-vis de l'État français, la puissance de tutelle, cette puissance de tutelle qui est la responsable de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Voilà, donc, c'est autour de tous ces points, parce qu'il y aura encore d'autres points, hein, que les militants, les nationalistes, les progressistes vont échanger et définir ensemble donc, les perspectives pour 2018, à savoir quelles sont les actions, quelles sont les initiatives que nous pouvons mener pour que fin août, quand il y aura l'affichage de la liste définitive du corps électoral et référendaire, ben, qu'on puisse constater qu'effectivement, tous les Kanaks de ce pays sont inscrits sur cette liste électorale référendaire. En dehors, omis évidemment les Kanaks qui ont perdu leur droit civique. C'est dommage parce qu'on est encore dans le système français. Hein. Et on aurait voulu aussi que même eux aient le droit
puisque c'est leur pays ici, droit de décider de la suite de leur pays. Ils n'ont pas demandé à être colonisés dans ce pays, on n'a pas organisé un référendum pour savoir s'ils veulent être colonisés ou pas. Mais là, quand même, hein, puisqu'on doit décider donc, de la sortie de l'accord de Nouméa, décider aussi de la sortie donc, du joug colonial, donc on faudrait quand même aussi demander si, s'ils sont d'accord ou pas d'accord pour une élection référendaire, s'ils souhaitent continuer à rester dans l'ensemble français ou pas. Et donc, ce sont les perspectives, effectivement, qu'on aura à discuter, etc. Bien sûr que cette année, avant le référendum, il y aura des temps forts. Hein. Il y aura la venue, évidemment, de Macron, donc le président de la République française. Actuellement, on sait qu'il est en train de discuter avec les nationalistes corses. Apparemment, ce n'est pas de bon augure. Hein. C'est un peu compliqué, mais on espère qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, donc, il y aura un changement d'attitude par rapport au peuple kanak. Il y a aussi des grandes mobilisations, des grands temps forts, hein, comme le 1er mai, la fête des travailleurs, le 8 août, non, le 9 août, la journée dédiée aux autochtones dans le monde entier. Et donc ce sont autant donc, de temps forts qui nous permettront, en tout cas aux membres du REM, mais pour pouvoir encore une fois donc, faire en sorte que ce référendum soit vraiment acceptable un peu pour tout le monde. Voilà donc quelques mots pour accompagner donc, l'introduction de Christian Théen. Alors donc on va passer la parole à Mado Ounou. Oui, donc bonjour à tous et merci hein, d'être avec nous pour nous écouter. Effectivement, notre ami Sylvain puis Pichot ont bien parlé de cette attente que nous avons d'une sincérité de la liste du référendum. Et moi, j'aimerais développer un peu quels sont nos doutes que nous émettons par rapport à cette capacité qu'a l'État de nous assurer et nous garantir cette sincérité. Nous sommes dans ce groupe de travail dont a parlé Sylvain qui permet de faire le suivi de toutes les décisions prises dans les comités des signataires. Hein. C'est un groupe qui a démarré en 2013 mais qui continue. Et on se rend vraiment compte qu'on est toujours face, par exemple, à des personnes élues non indépendantistes qui n'arrivent pas à accepter que le peuple kanak soit dans une situation spécifique. Et ils vont jusqu'à nous refuser des attestations qui peuvent être délivrées par des officiers publics coutumiers, qui sont des officiers publics coutumiers assermentés comme un notaire. Et il y a des contestations, l'État ne fait pas peser le poing sur la table pour dire vraiment que ces gens-là sont effectivement habilités à pouvoir prouver que la recherche des 10 000, 12 000 Kanaks pour lesquels on n'a pas pu au départ identifier leur adresse. Ils ont fait comme s'ils étaient habitants en Australie ou ailleurs. Donc le gros travail que nous faisons maintenant, c'est d'identifier la présence de ces personnes et de tous les autres qui sont appelés à être inscrits automatiquement sur les listes électorales. Eh bien, on a de la peine à faire accepter qu'une attestation coutumière puisse prouver que les gens sont bien dans leur tribu, sont bien dans leur clan, sont bien... Donc on a des exemples comme ça à donner, on en aurait à l'appel pour dire qu'il y aura d'énormes difficultés pour que cette sincérité soit réelle. Une deuxième situation à prendre en compte dans cette recherche de la sincérité de la liste électorale, c'est le travail qui va se faire dans les commissions administratives spéciales, qui démarre là le 1er mars, mais qui va surtout après réaliser pour une période complémentaire en principe. Hein, on attend que le vote de la loi organique se fasse,
mais il y a quand même une situation de période complémentaire de prévue. Et c'est à cette période-là